Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci bien pour d'être venus en nombre ce soir et surtout un grand merci à la fois, évidemment, notre cher collègue François de Calata qui ne pouvait pas être là et au baron Jomot qui a si gentiment repris le discours qu'avait présenté monsieur de Calata et après lequel, finalement, je ne peux finalement que vous décevoir quand vous verrez la réalité beaucoup plus modeste de ma présentation de ce soir qui s'insère dans ce diptyque de conférences organisé ensemble avec mon collègue ami Pierre Hassenmacher, qui la semaine précédente nous avait justement parlé d'Auguste et de la construction de l'image d'Auguste essentiellement à travers les pièces de monnaie, présentation donc critique qui montrait vraiment très bien toute la partie subjective, toute la partie tout à fait conçue et artificielle d'une certaine façon de la vie ou de l'image que voulait donner le premier empereur de lui-même et dont nous sommes encore tributaires aujourd'hui. Comme c'était annoncé aussi la semaine dernière, je reprends d'une certaine façon le flambeau en élargissant un peu cette perspective à l'époque moderne dans mon exposé. Néanmoins, je vous présente d'abord quelques rapides idées sur la réception ultérieure de l'empereur Auguste avant d'en arriver à une esquisse comment une réception digne du XXIe siècle, enfin digne un peu entre guillemets, pourrait avoir l'air aujourd'hui. Auguste commence déjà à sa mort, finalement, en tout cas quelques années après, à devenir un facteur donc très important dans le domaine de l'histoire de la réception et on y distingue, ça n'étonnera personne, finalement deux courants importants. D'un côté, un courant qu'on pourrait appeler un peu un courant sénatorial et qui n'est pas nécessairement opposé à l'empereur, ce qui serait quand même politiquement assez difficile à cette époque-là, mais qui au moins essaye de mettre l'empereur dans un certain contexte pour montrer toute l'ambivalence, toute l'ambiguïté du personnage. Je vous ai mis ici quelques petites citations aussi dans la suite que je ne vais pas lire en détail pour en arriver quand même assez rapidement au cœur de mon exposé, mais ici vous avez par exemple l'avis de Tacite qui explique très bien la révolution a été accomplie, il n'y avait plus aucun élément intact de l'ancien régime. Vous avez opposé à cela une vision positive d'Auguste qui émerge essentiellement dans les provinces, où évidemment les habitants des provinces romaines délivrés d'une certaine façon de tous les problèmes organisationnels, institutionnels posés par l'aristocratie romaine qui était envoyée en tant que gouverneur. Donc les provinces voyaient le changement de régime d'un œil beaucoup plus optimiste finalement et accueillait avec une certaine joie, je dirais, la transition entre la République et l'Empire. On le voit ici dans le discours d'Aelius Aristide, qui considère même la constitution du Principat comme la meilleure constitution possible, comme une véritable constitution mixte, mélangeant allègrement et d'une façon très harmonieuse monarchie, aristocratie, démocratie. Plus tard, sous le christianisme, ça a dû commencer déjà relativement tôt dans toute cette discussion sur l'intégration de l'idée de Rome et surtout de la constitution impériale dans une société chrétienne qui s'apprêtait de plus en plus à reprendre en main la direction de l'État. On voit là aussi donc une tentative de récupérer l'image d'Auguste, d'intégrer Auguste dans le plan céleste, dans le plan téléologique, dans l'histoire du salut chrétienne, en faisant de lui, notamment ici, comme on voit très bien dans le texte médiéval de la Legenda Aurea, qui néanmoins doit certainement être remonté à l'Antiquité tardive, qui fait carrément d'Auguste le premier chrétien, qui fait d'Auguste un empereur qui, grâce à la vision qu'aurait eue la Sibylle et qu'elle lui aurait fait partager, se convertit d'une certaine façon au christianisme, ou en tout cas accepterait le personnage du Christ comme une divinité parmi d'autres, en lui construisant notamment un autel. C'est bien connu, tous ceux d'entre vous qui connaîtraient Rome connaissent
connaissez évidemment bien l'église d'Araceli sur le Capitolin. Vision qui sera très importante évidemment au Moyen-Âge, où les différents empereurs de ce qui deviendra plus tard le Saint-Empire romain germanique se mettent dans une constitution, dans une suite volontaire finalement d'Auguste. Déjà Charlemagne, dans l'épopée de Paderborn, reçoit en tant qu'attribut non seulement le sommet vénérable de l'Europe et le meilleur père et un héros, mais aussi celui d'Auguste, donc une véritable imitation d'Auguste qui trouve probablement son apogée dans cette magnifique croix qui est conservée dans le trésor de la ville d'Aix-la-Chapelle. Vous voyez, il y a un petit peu de patriotisme local de ma part de vous montrer ces objets qui ont néanmoins, je vous rassure, une importance plus grande que locale. Donc notamment cette magnifique croix dite de Lothaire, mais qui remonte au temps 3, qui a été confectionné aux alentours de l'an 1000 et qui montre qu'à cette époque-là, on allait même jusqu'à mettre en adéquation immédiatement le personnage de l'empereur Auguste avec le Christ crucifié, dans une analogie même au niveau de la position. Vous voyez ici ce magnifique camée d'Auguste couronné d'une croix de laurier qui est placé ici dans la face de la croix censée représenter la Jérusalem céleste, et d'un autre côté, sur l'autre versant donc de cette croix qui représente plutôt le côté terrestre, le côté de souffrance finalement, où vous voyez le Christ pendu à la croix qui est également couronné d'une couronne de laurier par une main céleste qui vient du ciel. Donc véritablement une volonté de mettre en adéquation à la fois l'empereur qui établit la paix militaire, la paix politique sur la terre et qui prépare finalement le chemin pour la venue du Messie, quelque part qui est représenté presque comme l'autre facette de ce pouvoir conçu, donc visiblement communique. Plus tard, évidemment, mais vous voyez, je fais des grands bonds dans l'histoire, Auguste trouvera sa réception, évidemment, sous la Renaissance, si on pense à Machiavel et ses différentes tentatives aussi d'intégrer des exemples venant de la République tardive dans ses ouvrages, mais on verra assez rapidement, ou plus tard, à partir du XVIIe siècle, déjà même un peu plus tôt, en partie une volonté justement des peuples européens, en tout cas des gouvernements, à ne plus vouloir seulement se mesurer face à l'idéal insurpassable d'une romanité augustéenne, mais de pouvoir désormais afficher la conviction de l'avoir dépassé. Et ça est très bien exemplifié ici dans le fameux poème de Charles Perrault, qui a lancé justement toute la querelle des anciens et des modernes sur la possibilité des modernes à pouvoir dépasser le modèle de l'Antiquité, et où finalement en apogée de ce poème-là, on entend la phrase « L'on peut comparer sans craindre d'être injuste le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste ». Donc presque un acte d'émancipation de l'Occident par rapport au modèle de l'Antiquité. Acte d'émancipation qu'on voit évidemment aussi dans la littérature constitutionnelle, constitutionnaliste, quand vous pensez aux considérations de Montesquieu, où on a l'émergence d'un avis assez critique par rapport au personnage d'Auguste, qui est vu donc d'une manière fort presque ironique ou un peu cynique, comme le personnage qui a, par ses intrigues, par ses fourberies ou autre chose, qui a réussi à mettre en pièces finalement cette République romaine et à la transformer dans une monarchie déguisée en république. On le voit très bien dans ses assertions, comme toutes les actions d'Auguste, tous ces règlements tendaient visiblement à l'établissement de la monarchie. Auguste, rusé tyran, conduit le peuple doucement à la servitude, etc. Donc on voit l'apparition d'une vision plutôt critique par rapport à Auguste, qui est évidemment l'autre face de l'idéalisation de la République romaine dans ce XVIIIe siècle très tourmenté.
À l'époque napoléonienne, on pourrait croire qu'Auguste revient finalement dans la faveur des souverains européens, mais le contraire est le cas, car même si on sait évidemment l'importance qu'accorde Napoléon à l'Antiquité, c'est essentiellement au personnage de César qu'il tend à s'identifier, comme tellement d'autres aussi de dirigeants autoritaires. Et quand l'Institut français propose à l'empereur de prendre désormais en 1809, outre le titre d'empereur, aussi celui d'Auguste et de Germanicus, il refuse. Il refuse par souvenir de la cruauté des différents empereurs qui ont succédé à Auguste et clame qu'il n'y a rien dans le souvenir des empereurs romains que l'on puisse envier. Le seul homme qui s'illustra par caractère et d'illustres actions, c'est César, mais c'est évidemment un titre que Napoléon ne va pas non plus pouvoir reprendre. Donc une vision un peu mitigée finalement de ce personnage politique, vision mitigée qui va disparaître comme de plus en plus dans les années 20, dans les années 30, avec le fascisme italien qui va profiter du foisonnement d'anniversaires bimillénaires de la naissance de toute une série de personnages politiques, poétiques importants, pour accaparer, pour intégrer Auguste dans ce nouveau régime fasciste. Et on voit évidemment très bien que Mussolini, qui lui aussi préfère probablement individuellement César en tant que figure d'identification, fait néanmoins très souvent allusion à Auguste et se met lui-même aussi volontiers donc en pose pour ressembler au grand empereur, donc fondateur de l'Empire romain. Une réception politique du côté du fascisme qui ne sera pas sans avoir des répercussions aussi sur le domaine de l'historiographie, des sciences antiquisantes, notamment quand vous pensez à cette œuvre tout à fait fondamentale jusqu'à maintenant dans les études sur l'empereur Auguste, qui est The Roman Revolution de Sir Ronald Syme, et qui tend de montrer d'une façon très indirecte, évidemment, que selon les expériences des années 30, selon l'expérience de la réalité du fascisme, que la prise de pouvoir d'Auguste n'est rien d'autre finalement qu'un acte un peu semblable à celui qui a vu le bouleversement à la fois de l'État italien par le fascisme italien ou celui de la République de Weimar par le national-socialisme. Néanmoins, contrairement à ce qu'on prétend très souvent, on ne trouvera pas dans l'œuvre elle-même des allusions directes à cette analogie, mais par le choix de certains titres de chapitres, notamment le fait de désigner deux chapitres avec le titre The March on Rome, la marche sur Rome. On voit évidemment très bien l'image d'une analogie entre le fascisme italien des années 30 et le bouleversement révolutionnaire, selon Ronald Syme, de la République romaine par Auguste. Bouleversement, néanmoins, qui est présenté comme, et jusqu'à ce moment-là par presque tout le monde, comme un acte plus ou moins inévitable qui a ses racines dans les problèmes institutionnels, culturels, moraux, ethniques, religieux, tout ce que vous voulez, de la République romaine. Cela changera seulement vers la fin du XXe siècle, avec l'émergence aussi de l'idée aussi du politiquement correct, et surtout d'une vision de l'histoire qui se veut celle d'une histoire ouverte, où tout et n'importe quoi peut se passer à n'importe quel moment, finalement, donc une histoire ouverte qui donne un grand cadre, une grande possibilité au hasard dans l'histoire, à l'inconnu dans l'histoire, à des personnalités individuelle, et qui voit donc désormais la chute de la République romaine moins comme un événement inévitable structurellement, mais plutôt comme un genre d'accident de parcours. Comme on le voit notamment ici dans une interview récente avec l'un des grands spécialistes, d'ailleurs de l'époque césarienne et augustéenne, Klaus Girardet, qui, en dépit de son nom, Girardet, est bien germanophone et ne maîtrise, je crois, pas le français, quand j'ai parlé une fois avec lui, et qui est l'un des protagoniste, je dirais, de cette vision d'appliquer le concept de l'histoire ouverte aussi à César et donc forcément aussi à Auguste, car les raisons qui ont amené la victoire et le pouvoir unique de César sont évidemment celles qui cimentent aussi plus tard le pouvoir d'Auguste. Et il le dit aussi très clairement dans cet extrait d'une interview. Il s'exprime peut-être d'une manière un peu plus claire que dans ses ouvrages.
où il dit ici die Niederlage, die gleichzeitig der Erfolg Caesars war, ist entgegen der weit herrschenden Ansicht nicht eingetreten, weil die République überholt war. Donc, c'est-à-dire la défaite de la République et la victoire de César n'est pas due au fait que la République était devenue anachronique, mais tout simplement parce que César a tout simplement dépassé les bornes de la Constitution romaine et a pris le pouvoir à Rome avec la puissance militaire. Donc, une vision ici qui présente l'épopée césarienne et augustéenne comme plutôt un accident de parcours d'une république qui, sans ces événements, aurait éventuellement pu encore perdurer un certain nombre d'années, de décennies ou de siècles. Vous voyez aussi l'interview qui trouve ici sa culmination, que le rôle du Zufall in der Geschichte, le rôle du hasard dans l'histoire serait donc selon lui beaucoup plus important qu'on pourrait le croire. Maintenant, la question se pose, quelle peut être la vision d'Auguste et de son époque, et surtout de la fin de la République, au XXIe siècle? Car on voit déjà très bien, à travers ce petit tour d'horizon de la réception d'Auguste durant les différentes époques, qu'à chaque fois, la vision d'Auguste est évidemment conditionnée par l'époque en question. Il n'y a pas vraiment d'objectivité dans le regard sur Auguste. À chaque fois, soit par le biais de la résistance ou de la grogne sénatoriale, soit par la vision chrétienne, soit par les exigences du Moyen-Âge, soit par la réalité culturelle du baroque, soit par la vision du pouvoir sous Napoléon, soit par le fascisme, soit par le concept d'histoire ouverte. Et à chaque fois, on jette un nouveau regard sur Auguste, on réinvente d'une certaine façon le personnage d'Auguste, on le réintègre finalement dans une vision holiste de l'histoire qui doit aussi nous poser les questions, quelle peut être notre vision spécifique qu'on pourrait développer au XXIe siècle d'Auguste. En quoi est-ce qu'Auguste peut nous parler comme un personnage non pas mort depuis 2000 ans, qui est simplement un sujet d'étude comme tellement d'autres, mais en tant qu'élément par rapport auquel, avec ou contre, on peut se définir à notre époque. Notre époque qui, évidemment, est conditionnée par ce qu'on peut appeler la crise de l'Union européenne, la crise dont on entend évidemment parler partout, crise qui n'est évidemment pas seulement une crise économique dont on peut se défaire rapidement, mais qui est beaucoup plus une crise institutionnelle et une crise surtout identitaire, qui se manifeste par un nombre probablement rarement égalé dans l'histoire de facteurs critiques qui montrent que notre continent, au-delà du problème simplement de l'institution de l'Union européenne en tant que telle, va être mis devant des échéances et des problèmes d'une importance et surtout d'une gravité rarement atteintes, je dirais, ces dernières décennies. Jugez-en vous-même avec quelques mots que j'ai projetés ici sur l'écran. Pensez au problème de la désindustrialisation, de la délocalisation, de l'explosion de la dette, de la disparition de la classe moyenne, le chômage, le problème de l'insécurité, le désaveu de la politique, les problèmes identitaires posés par l'immigration, la crise de la démocratie, la dépopulation, le vieillissement de la population, l'explosion du budget social, tous ces éléments se cumulent évidemment, forment un genre de masse de dynamite en dessous de nos sièges, littéralement, qui tôt ou tard va exploser pour une raison anodine ou une autre et risque de causer de sérieux dégâts dans notre société actuelle. Alors, vous me direz évidemment qu'il y a heureusement une institution qui est là, qui a été créée justement pour organiser la défense contre ces éléments-là, qui est pour coordonner aussi les efforts des citoyens des différents États pour dépasser ce problème-là. C'est évidemment l'Union européenne qui d'ailleurs se fait souvent et avec beaucoup de faste comme à la fois garant de la paix du continent, comme si sans l'Union européenne, les Français et les Allemands iraient directement avec le couteau à la gorge l'un de l'autre, qui reçoit régulièrement des prix comme le Karlspreis à Aix-la-Chapelle, une fois de plus Aix-la-Chapelle, pour leur apport finalement à l'unification européenne. Donc bref, Union européenne qui se présente souvent et allègrement
également comme garante finalement de la stabilité du continent. On devrait croire que les citoyens lui savent gré et la supportent et la chérissent. Néanmoins, le contraire semble le cas quand vous regardez les statistiques, par exemple ici de l'Eurobaromètre, et qui montrent qu'un avis positif de l'Union européenne en 2006, donc avant la crise, n'a pu réunir que plus ou moins 50% des voix de la population, tandis que l'avis négatif était de 15 et neutre de 32. Aujourd'hui, enfin en automne 2013, je n'ai pas eu les chiffres les plus récents, on voit que l'avis positif a baissé de 50 à 31% et que l'avis négatif a augmenté jusqu'à 28%, avec même 39% d'avis neutres et qui déjà en tant que tels, en tant qu'avis neutres, ne sont pas visiblement des avis absolument enthousiastes. Donc on voit que l'Union européenne semble dans une crise de légitimité assez aiguë, hein, avec uniquement 3 citoyens sur 10 qui semblent avoir un avis optimiste ou positif de cette institution, et les résultats se font évidemment sentir aussi si vous pensez à la propagande politique d'un grand nombre de partis dans tous les États européens presque, et qui font de l'opposition à l'Union européenne finalement leur argument politique principal. Hein. Si c'est la Alternative für Deutschland ou la FPE, si c'est UKIP ou le Front National avec le slogan « L'Europe fait mal », partout l'Europe est utilisée comme repoussoir d'une certaine manière, et que cette tactique fonctionne. On l'a bien vu dans les dernières élections européennes où le Front National a émergé, au moins dans ces élections-là, comme premier parti de France. Donc le danger pour la construction européenne, pour l'unification européenne est réel. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que ça a à faire avec Auguste finalement? Eh bien, dans cette situation-là, je m'étais posé aussi la question, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'antiquisant, qui travaille uniquement dans le domaine de l'Antiquité, la République romaine, la religion romaine, etc., pour apporter peut-être un petit semblant de sens à cette question-là, à la fois de la crise européenne, mais aussi de l'avis qu'on peut donner à la République romaine tardive. On peut évidemment donner, je dirais, une vision un petit peu naïve d'une Europe enracinée dans la latinité, avec l'importance de la langue, du droit, de la religion, de la mythologie, etc. Mais évidemment, et probablement que les étudiants ne contrediraient pas cela, ce n'est pas nécessairement ça qui convaincrait tout le monde de faire uniquement référence au latin pour notre société. Il faut, à mon avis, quand même quelque chose d'autre, et cet élément un peu autre qui permette une vision actualisée de la République romaine, et d'un autre côté qui permet aussi une vision historicisée du présent, réside, à mon avis en tout cas, dans la comparaison historique. Comparaison historique qui n'est pas une nouvelle invention. Hein, dans le discours de M. de Calata, il y avait déjà des noms qui sont tombés. Pensez à Giambattista Vico, pensez à Hegel, pensez à Spengler, pensez à Toynbee, qui tous ont essayé, avec leur approche individuelle, de mettre en parallèle des cultures humaines pour permettre ainsi une vision plus nuancée, plus complexe de notre présent, et pour permettre, par l'analogie historique, par le parallélisme entre des cultures aussi, une légère prévision comment le futur pourrait éventuellement se développer. C'est un peu cette vision-là que j'ai essayé de poursuivre dans l'ouvrage dont on vient de parler, et dont l'objectif était de paralléliser systématiquement la crise de notre société occidentale d'un côté avec la crise aussi de la République romaine tardive, hein, donc 1er siècle avant notre ère, avec l'idée, le message, si on veut, ou en tout cas la conclusion pessimiste, et je l'avoue volontairement provocatrice aussi d'un certain côté, de dire que si ces analogies-là, entre 1er siècle avant notre ère et notre époque actuelle, sont tellement importantes que je tends à le croire, qu'est-ce qui nous empêche aussi de croire que ces analogies permettent de prédire légèrement le futur, et de supposer que, vu que la République romaine a été finalement déchirée dans les guerres civiles et aboutit dans l'Empire augustéen, qu'une évolution structurellement semblable ne serait peut-être pas tout à fait exclue dans le monde actuel. C'était ça l'hypothèse de base que je me permettrai donc maintenant à vous développer
en quelques points choisis et qui mettront évidemment à chaque fois le personnage d'Auguste en tant que espace de projection finalement de ce que notre futur pourrait avoir l'air dans le temps qui nous reste maintenant. Et l'une des bases structurelles du livre avait été la conviction que l'un des problèmes principaux de l'Union européenne consiste pour le moment dans le fait que cette union se définit essentiellement, ou disons uniquement, par des valeurs universalistes. Des valeurs qui sont certes admirables, des valeurs comme les droits de l'homme, la paix, la démocratie, l'état de droit, la solidarité, etc., mais des valeurs où le simple citoyen voit difficilement en quoi ces valeurs-là sont spécifiques finalement de l'Union européenne et pas essentiellement les valeurs des Nations unies. Et qui voit difficilement pourquoi, sur base de ces valeurs, on lui demanderait d'être plutôt solidaire avec le voisin sinistré en Grèce et pas avec un voisin sinistré en Inde ou au Pakistan quand il y a un tremblement de terre ou quelque part une crue du Gange, par exemple. Des valeurs aussi qui rendent difficile aux citoyens de comprendre pourquoi tel et tel État devrait être admis et pas un autre dans l'Union européenne, car là aussi, il est clair que quand vous pensez à ces valeurs-là, probablement la cité-État de Singapour serait tout à fait d'accord aussi de considérer la démocratie, la paix, l'état de droit, etc., comme ses valeurs fondamentales et pourrait sur cette base-là aussi réclamer une entrée dans l'Union. Et le citoyen voit évidemment difficilement pourquoi uniquement la géographie, avec tous ces hasards qu'on lui connaît, devrait être un élément constitutif pour la formation d'une telle construction avec tout son poids historique. Et donc c'était l'une des thèses justement du livre, que cet accent unique donné à des valeurs universalistes, curieusement et d'une façon très paradoxale, produisait tout doucement aussi presque son contraire et souvent se muait finalement en l'élément justement qu'il était censé combattre. Regardons quelques points de vue choisis justement de ces éléments mis en avant officiellement donc par les institutions européennes pour voir à la fois ce qui existe dans la société en tant que réalité liée à cet idéal, voir les analogies avec Rome et voir finalement la réponse augustéenne donnée à ces crises qui émergent de cette crise identitaire et qui pourrait préfigurer finalement ce qui pourrait nous attendre dans les décennies à venir. Prenons comme premier élément, et comme ça au moins vous voyez qu'on va être très politiquement incorrect ce soir et consciemment politiquement incorrect, prenons la valeur de la tolérance, valeur tout à fait admirable évidemment, qui a transformé l'Europe en un genre de havre de paix pour les personnes poursuivies partout dans le globe et qui finalement a provoqué aussi alors une immigration de plus en plus grande, déjà qui dépasse largement celle vers les États-Unis, mais qui est aussi une immigration qui risque à la longue de cliver de plus en plus la société européenne, car là, une fois de plus, statistiquement, dans les statistiques allemandes, par exemple, vous voyez bien que la part de la nécessité d'allocation sociale de la part de personnes issues de la migration est généralement 2 à 3 fois plus grande que celle des dits autochtones. Un processus qui forme ou qui provoque plus ou moins logiquement, même si c'est triste de le dire, une recrudescence de la xénophobie en Europe. La xénophobie qui est un phénomène historique qui ne se limite pas à certaines minorités d'extrême droite, mais qui est quand même un élément qui devient de plus en plus important pour le simple européen. Ici, une statistique de l'Eurobaromètre qui illustre très bien ce danger qui nous guette de plus en plus et qui montre que, à la question « les immigrés apportent beaucoup à notre pays », on voit dans la moyenne européenne, 47% des Européens disent non, et seulement 44% disent oui, et 9 ne se prononcent pas. Donc on voit que dans la moyenne de tous les États confondus, il y a une vision visiblement fort sceptique de l'apport de l'immigration.
On connaît ça dans la République romaine, tardive, d'une manière tout à fait analogue. Là aussi, l'influx de nombreux citoyens venant de l'Orient romain, venant de Syrie, d'Égypte, d'Asie mineure, de Grèce évidemment, aussi des provinces du Nord, change en quelques décennies fondamentalement la face de la ville de Rome. Il y a évidemment aussi le facteur de l'affranchissement d'esclaves qui, à Rome, une fois affranchis, deviennent des citoyens romains et peuplent donc désormais la ville, qui ajoute beaucoup à ce chamboulement démographique qui se passe, comme je disais, en à peine quelques décennies. Et on voit que les réponses sont les mêmes qu'aujourd'hui, les différents problèmes aussi. Les uns, dont nous témoigne ici Dion Cassius, auraient tenté de faire voter des lois où tous les étrangers résidant à Rome, à l'exception des habitants de l'Italie, furent chassés sous le prétexte qu'ils étaient trop nombreux et qu'ils ne paraissaient pas dignes de vivre avec les Romains, je cite Dion Cassius, mais aussi avec la vision beaucoup plus nuancée d'un Cicéron qui, lui, présente déjà des arguments qui nous semblent très modernes, qui dit « Ils font mal ceux qui interdisent aux étrangers le séjour des villes et les bannissent ». En réalité, il est juste de ne permettre que tienne une place de citoyen, celui qui n'est pas citoyen. Quant à interdire aux étrangers le séjour d'une ville, c'est vraiment inhumain. Donc on voit là aussi la différenciation, droit civique, oui, droit de résider dans une ville pour des raisons humanitaires, oui, droit néanmoins de devenir citoyen romain, non. Et tout ça reflète évidemment une ambiance qui devait être un peu semblable à celle que nous connaissons aujourd'hui, dont nous témoigne ici Juvénal qui, à l'époque néronienne évidemment, mais ça reflète la situation de la République tardive, exclame « Je ne puis au Quirite supporter une Rome grecque ». Et encore, qu'est-ce que représente l'élément proprement achéen dans cette lie? Il y a beau temps que le fleuve de Syrie, l'Oronte, se dégorge dans le Tibre, charriant la langue, les mœurs de cette contrée, la harpe aux cordes obliques, les joueurs de flûte, les tambourins exotiques, les filles dans la consigne de guetter le client près du cirque. Donc vous voyez vraiment toute la masse des arguments qu'on connaît évidemment très bien. Les immigrés apportent une autre langue, une autre religion, une autre culture, une autre musique, prostitution, criminalité. Tous ces arguments-là sont déjà d'une certaine manière préfigurés dans le débat antique. Et on voit aussi, et c'est un peu grâce à ça qu'on comprend peut-être mieux d'un point de vue du XXIe siècle les différentes tentatives de réforme de la part de l'empereur Auguste qui sont beaucoup moins des réformes imposées d'en haut et venant d'un peu nulle part, mais qui sont essentiellement des réactions face à une situation, en tout cas un vécu partagé d'une certaine situation. On voit très bien quand Auguste arrivera au pouvoir, ici de nouveau un extrait de Dion Cassius qui parle du testament d'Auguste et qui disait « Le 4e volume renfermait des ordres et des recommandations pour Tibère et le public, entre autres de ne pas multiplier les affranchissements, de peur de remplir Rome d'une foule de gens de toute espèce, de ne pas prodiguer le droit de cité à un trop grand nombre. » Ou ici chez Suétone qui dit « Attachons une grande importance à conserver le peuple romain pur de tout mélange de sang étranger ou servile, il ne donna le droit de citer qu'avec une extrême réserve, il restreignit la faculté des affranchissements. » Donc là aussi, on peut se demander, est-ce que notre futur aura peut-être lieu comme ça? Prenons un deuxième point. Le respect de la vie humaine, et là aussi, le respect de la vie humaine est évidemment un des arguments importants par lesquels se légitiment nos autorités démocratiques, même si là aussi on peut se demander, tout comme la tolérance telle que nous la pratiquons semble faire émerger de plus en plus des sentiments xénophobes, en quoi ce respect de la vie humaine n'est pas un petit peu en opposition avec le fait très curieux que le nombre de ces vies humaines en Europe diminue d'année en année, alors qu'on lui accorde une telle importance. Et cette diminution de la population, cette dépopulation de notre continent prend et prendra surtout des allures assez critiques dans le futur. Quand vous voyez ici cette projection vers l'an 2050, nous verrons que l'Allemagne
perdra plus de 10% de sa population, la Pologne 20%, l'Ukraine 33%, la Roumanie 25%, la Bulgarie 35%. Donc il y aura, avec une continuité de l'immigration telle que maintenant, donc pas avec les frontières fermées, mais status quo à ce niveau-là. Un processus où, là aussi, on peut se demander quelles seront les suites économiques qu'aura une telle perte, finalement, de main-d'œuvre, de consommateurs, de citoyens européens pour le court terme, car c'est une évolution que nous vivrons, que nous verrons encore tous. Les raisons, c'est évidemment clair, c'est une autre vision de la famille. Les raisons, c'est aussi l'émancipation de la femme qui, désormais intégrée dans le processus de travail, est libre, enfin, d'une certaine manière, de décider elle-même de sa vie, de ne pas être sujette finalement à une vision familiale héritée du 19e siècle, provoque nécessairement des conditions de vie où on ne peut plus, comme au 19e siècle, avoir un enfant après les autres, un enfant après l'autre chaque année, mais qui, néanmoins, sont la raison pour laquelle il y a cette diminution, qui a déjà commencé en France beaucoup plus tôt d'ailleurs, de la population. Là aussi, on a un fait qui peut nous sembler très moderne, mais qui était déjà connu dans l'Antiquité. Au IIe siècle, au 1er siècle, là aussi dans le monde hellénistique, dans le monde romain, il y a une diminution massive de la population avec, selon les auteurs romains et grecs, des raisons tout à fait similaires. Polybe, Polybe, donc auteur grec du IIe siècle avant notre ère, nous explique, citant entre autres faits ce décroissement de population, cette pénurie d'hommes qui, de nos jours, se fait sentir dans toute la Grèce et qui rend nos villes désertes, nos campagnes incultes, sans que cependant des guerres continuelles aient épuisé nos forces. Au milieu d'une population livrée tout entière à l'orgueil, à l'avarice, à la paresse, qui ne veut ni se marier, ni nourrir les enfants, ou du moins n'en nourrir qu'un ou deux, afin de leur laisser de plus grandes richesses et de les élever au sein de l'abondance, le mal a secrètement grandi. Sur ces deux enfants, la guerre ou la maladie en enlève souvent un. Par là, les maisons sont devenues nécessairement solitaires et les villes ont perdu avec leur population leur puissance. Donc un avis de la situation très semblable à ceux qu'on connaît évidemment dans le discours actuel et qui produit alors cette volonté de repeupler l'Empire romain qu'on voit si fortement chez Auguste, qui une fois de plus réagit à des critiques contemporaines. Auguste qui essaye donc par tous les moyens d'augmenter le nombre de citoyens romains, à la fois pour assurer évidemment la défense des frontières, mais aussi pour stabiliser tout simplement l'existence d'une élite gouvernementale, économique partout dans l'Empire romain et qui donc se vante dans le Monumentum Ancyranum, donc ces fameux res gestae, des chiffres montrant que systématiquement, à chaque sens différent de la population romaine, le nombre des citoyens romains accroît de nouveau, alors que quand vous voyez les chiffres à l'époque de la République tardive, déjà à partir du IIe siècle, d'ailleurs vous voyez, en tout cas si on croit Tite-Live, le nombre de citoyens qui semble diminuer. Prenons un troisième point, l'égalité. Là aussi, quelque chose de très important, on a déjà parlé du volet émancipation, mais il est sûr que cette nouvelle vision de la famille, non pas comme quelque chose d'indissoluble avec un couple qui, même s'il est malheureux, a le devoir de rester ensemble jusqu'à la fin de sa vie, mais du couple plutôt comme un élément purement soumis au choix de l'individu, non soumis à une pression sociale, on voit là aussi une conception très changée de l'image de la famille dans les dernières décennies, ici chez nous en Europe. En témoigne à la fois l'explosion des taux de divorce ici en France, qui a doublé en à peine 30 ans et qui aujourd'hui avoisine un peu dans beaucoup de pays européens les 50%, et qui à la fois forme aussi une image de la famille qu'on appelle famille recomposée et qui crée évidemment des tout autres dynamiques sociales que celles qu'on avait encore connues au 19e, au début du 20e siècle, et qui semblent être un élément où on n'est pas encore sûr s'il stabilisera la société, une certaine loyauté à des institutions et des autorités, ou si au contraire il formera plutôt des personnages purement atomisés et individualisés qui risquent encore plus de fragmenter notre société. Là aussi on connaît un discours et un événement une évolution tout à fait semblable dans la République romaine tardive. On témoigne ici
J'ai pris une citation un peu tardive, certes venant de Sénèque, mais vous verrez plus tard que la situation était la même à la République romaine tardive. Sénèque, qui, de nouveau à l'époque néronienne, nous dit « Y a-t-il aujourd'hui femmes qui rougissent d'être répudiées depuis que de grandes dames de l'aristocratie comptent leurs années, non par le nombre des consuls, mais par celui de leurs maris ?» Depuis qu'elles divorcent pour se marier et se marient pour divorcer. On redoutait cette honteuse pratique tant qu'elle était rare. Maintenant que les registres publics sont remplis de divorces, on en a tant entendu parler qu'on a appris à en user. Et une fois de plus, Auguste et la révolution augustienne réagit à un certain état de fait, comme on le voit dans ce discours recomposé par Dion Cassius, qu'Auguste aurait tenu face aux citoyens non mariés pour les exhorter justement à se marier, à mettre des enfants au monde, à éviter l'adultère. Selon Dion Cassius, Auguste aurait dit « Si cette vie solitaire vous plaît, ce n'est pas parce que vous vous passez de femme. Aucun de vous ne mange seul, ne dort seul. Ce que vous voulez, c'est la libre satisfaction de vos passions et de vos dérèglements. Vous voyez vous-même combien votre nombre est supérieur à celui des citoyens mariés, lorsque déjà vous devriez nous avoir donné un nombre d'enfants égal ou plutôt supérieur au vôtre. Comment, en effet, les générations se perpétueront-elles? Comment l'État subsistera-t-il si vous ne vous mariez pas, si vous n'avez pas d'enfants? Ce serait une impiété et aussi une honte si notre race périssait, si le nom romain s'éteignait avec nous, si notre ville était livrée à des étrangers, à des Grecs par exemple, ou à des barbares. Quoi? Nous affranchissons les esclaves pour le seul motif de rendre le nombre de citoyens aussi grand que possible. Nous accordons aux alliés le droit des cités pour augmenter notre population et vous, Romains d'origine, qui citaient avec orgueil comme ancêtres les Marcus, les Fabius, les Quintius, les Valerius, les Julius, vous désirez voir leur race et leur nom périr avec vous. Prenons un quatrième pas, l'épanouissement personnel, là aussi une des valeurs que l'Union européenne se veut de défendre et qui, en tant que telle, est évidemment, une fois de plus, une valeur certes tout à fait louable et positive, même si, évidemment, il faut faire attention avec quelle valeur est-ce que cette volonté d'épanouissement personnel est remplie. Et donc, quand on demande aux citoyens qu'est-ce que ça représente pour vous, l'épanouissement personnel, est-ce que c'est un épanouissement philosophique, est-ce que c'est spirituel, est-ce que c'est la création artistique, est-ce que c'est le domaine émotionnel, on voit que la réponse est assez navrante. Ici en France, par exemple, quand on pose la question, pour moi, l'épanouissement personnel passe forcément par le fait de gagner beaucoup d'argent. Vous voyez vous-même les avis statistiques et on voit que cet épanouissement personnel est essentiellement un épanouissement purement matérialiste qui réside dans l'amassement de biens de consommation, ou en tout cas de biens tout à fait concrets. Et évidemment, dans une société pour laquelle le fait de s'épanouir individuellement passe uniquement par le fait, ou passe en grande partie par le fait de s'épanouir matériellement, il est sûr qu'il y a alors des perdants et des gagnants dans ce système-là qui est de moins en moins tenu ensemble par une certaine solidarité spirituelle et qu'il y a forcément, une fois de plus, une plus grande polarisation de la citoyen, de la cité, de la société, entre les riches et les pauvres. Ici, quand vous voyez l'évolution en à peine 10 ans en France en ce qui concerne les revenus moyens, eh bien, vous voyez que les revenus les plus hauts ont littéralement explosé, dans cette forme d'évolution, alors que les revenus les plus faibles suivent une évolution tout à fait différente, s'entrecroisent même en partie, montrant ainsi que finalement, ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire la disparition de la classe moyenne et de la diffusion plus ou moins égalitaire des différentes classes de revenus est un fait avéré et que la société donc se clive de plus en plus entre les très riches et les très pauvres. Alors, on sait déjà évidemment comment maintenir ensemble une société qui est formée par cette polarité grandissante. Les Romains nous l'ont déjà montré, c'est évidemment par le pain et les jeux.
ou pour être plus actuel par le football et le CPS, qui sont un peu actuellement les deux piliers sur lesquels notre société repose. D'un côté, la société d'amusement, hein, où toutes les énergies de surplus, tout ce qui pourrait être utilisé pour se révolter, pour s'indigner, justement, canalisé vers un domaine où on est bien confiné dans des stades qu'on peut très bien contrôler et qui sont de plus en plus, qui sont essentiellement apolitisés, et d'un autre côté, évidemment, par le fait de réduire ces différences autant que possible, par le fait de donner un petit peu d'argent aux gens les plus pauvres pour qu'ils n'aient pas trop à se plaindre et qu'ils restent bien sagement chez eux. Ça aussi, on le connaît dans la République romaine tardive, quand vous pensez rien qu'au système rudimentaire d'allocation sociale mis sur pied depuis le IIe siècle et rendu généralisé à partir des Gracques. Cicéron nous en témoigne ici dans quelques mots, quelques lignes à peine qui reflètent tout le discours politique actuel. Il dit « Gaius Gracchus voulait, donc à la fin du IIe siècle, voulait porter une loi pour la distribution du blé, distribution gratuite donc de blé. Le peuple l'accueillait avec joie, des aliments lui étaient fournis en abondance, sans aucun travail. Les gens de bien la rejetaient parce qu'elle leur semblait à la fois épuiser le trésor et inspirer au peuple le goût de l'oisiveté. » Donc on voit déjà là le clivage gauche-droite d'une certaine façon, libéralisme et un système plus social, émerger avec un discours très semblable à celui qu'on connaît aujourd'hui, avec néanmoins aussi les suites de ce système-là, basé sur le pain et les jeux, dont nous témoigne Juvénal pour l'époque impériale. Il dit « Les masses se sont débarrassées depuis longtemps de leurs soucis. Le peuple qui jadis décerna commandement militaire, consulat, légion, etc., ne se mêle plus de politique et ne désire que deux choses de tout son cœur, le pain et les jeux. » C'est déjà en grande partie notre société et on voit très bien que même là, Auguste tente de réagir d'une certaine façon et réagir d'un point de vue plutôt de droite que de gauche, mais abandonné, car on apprend chez Suétone que quand l'abondance fut enfin revenue, Auguste forma, à ce qu'il dit lui-même, c'est une citation justement probablement du De Vita Sua, le hardi projet d'abolir à jamais les distributions de blé parce que l'espérance d'en recevoir faisait négliger la culture des terres. Toutefois, il y renonça, persuadé qu'on ne manquerait pas après lui d'en rétablir l'usage dans des vues ambitieuses. Mais depuis ce temps, il en modéra l'excès tout en conciliant l'intérêt du peuple avec celui des cultivateurs. Donc là, on voit pour une fois Auguste finalement renoncer à un projet de restauration conservatrice de la République romaine et continuer à fonder son pouvoir sur justement aussi le pain et les jeux. Un cinquième point est la religion. La religion qui, curieusement, dans la statistique que je vous avais montrée initialement, est parmi les valeurs où l'Union européenne pense ou semble penser qu'on pourrait associer avec elle, ce qui est un peu curieux quand on voit évidemment la réalité d'une institution qui se veut évidemment au-dessus de la mêlée. Mais là aussi, on voit que c'est un facteur important de notre société, car cette religion qui a été si longtemps l'équivalent même de la culture occidentale et à la limite influencer cette culture occidentale même dans son propre rejet, hein, vu que le rejet de la religion reste quand même profondément tributaire aux bases et aux hypothèses de base de cette religion et qu'un athéisme chrétien sera tout à fait autre chose qu'un athéisme chinois ou indien, par exemple, vu qu'il est conditionné par de toutes autres conditions de base, eh bien on voit donc que cette religion ou cette appartenance à une confession établie a, elle aussi, en quelques décennies, diminué d'une façon assez spectaculaire. Encore en 1950, la population allemande était divisée moitié-moitié entre catholiques et protestants. Aujourd'hui, ou en tout cas en 2005, vous avez une situation de 3 tiers, hein, déjà avec 1 tiers de personnes qui se disent sans confession, et la situation en France est exactement la même, avec là aussi donc une réticence des Européens, des citoyens européens, à se prêter une quelconque allégeance à une confession établie. Néanmoins, là aussi on pourrait se dire, bon, ben, c'est très bien, c'est des gens qui finalement
n'ont plus besoin de la religion, qui trouvent eux-mêmes par leur lecture le chemin vers la spiritualité, vers une spiritualité tout à fait individuelle, philosophique ou quoi que ce soit. Néanmoins, cette hypothèse est peut-être valable pour une minorité de citoyens, mais quand on voit l'émergence quand vous pensez à l'ésotérisme de toutes les différentes couleurs qui se forment partout, quand vous pensez à toutes ces superstitions, j'utilise le mot, que vous trouvez dans les journaux, regardez un peu les pages sur la divination et sur les marabouts un tel et la lecture de tarot d'un autre. Je ne veux pas critiquer ces pratiques, mais qui sont quand même néanmoins des pratiques qui, encore à la fin du XIXe siècle en Europe, auraient été tout à fait insensées, auraient été considérées comme étant dépassées depuis longtemps, alors qu'aujourd'hui, dans un monde désacralisé, curieusement, ces convictions-là réapparaissent presque comme par un genre d'atavisme. Et on voit évidemment aussi que la religion en tant que telle disparaît de plus en plus, les églises tombent en pièces, on ne trouve plus de recrutement pour les monastères ou pour les places de curés par-ci, par-là. Même la notion de ce que représente le christianisme en tant que tel disparaît. Il y a de moins en moins, je parle d'expérience, d'étudiants qui savent encore ce qu'une fête comme Pâques ou autre chose représente et qui ont une petite idée de ce que la Bible pourrait éventuellement contenir, non pas comme élément de croyance, mais comme tout simplement élément culturel qui fait en sorte que sans des rudiments de culture chrétienne, il est pour ainsi dire impossible de comprendre l'histoire de l'art de notre continent. Donc il y a là une véritable disparition d'un élément culturel jadis tellement important que nous trouvons aussi dans la République romaine tardive. Là aussi, l'ancienne religion païenne, républicaine, conservatrice, cette religion essentiellement agricole des paysans, structurée autour d'un formalisme peut-être un petit peu rigide, mais non moins important, disparaît de plus en plus sous la force, finalement, de la philosophie hellénistique et avant tout, évidemment, de l'école d'Épicure. Épicure qui nous montre ici, ou plutôt dans sa version par le poète latin Lucrèce, début du 1er siècle avant notre ère, qui nous montre ici une analogie presque parfaite avec l'enseignement de Lumière. Lucrèce qui dit « L'effort vigoureux de l'esprit d'Épicure a fini par triompher, de l'esprit de la pensée, il a parcouru le tout immense pour revenir victorieux, nous enseigner ce qui peut naître et ce qui ne le peut pas, donc les lois naturelles. » Ainsi, la religion est à son tour renversée et foulée aux pieds, et nous, la victoire, nous élève jusqu'au ciel. Donc une vision très anti-religion établie, très philosophique évidemment, qui n'est pas sans laisser des traces aussi dans les convictions des simples citoyens qui, en partie, comme nous le montre ici Juvénal, ne croient plus, s'ils ne l'ont jamais fait d'ailleurs, dans l'au-delà ou dans la mythologie. Juvénal qui dit qu'il y ait quelque part des mânes et un royaume souterrain, etc. Les enfants même ne le croient pas, excepté ceux qui n'ont pas encore à payer leur bain, donc vraiment les tout petits. Donc là aussi une disparition de la croyance dans des dogmes quand même profondément établis dans la mythologie et dans l'espace culturel romain, qui se double d'un autre côté, tout à fait comme dans notre civilisation occidentale tardive, par une venue en masse de cultes dits orientaux, ou en tout cas de cultes ne venant pas maintenant de l'Italie, mais importés d'Égypte, de Grèce, de Syrie, peut-être même d'Iran. Pensez au culte de Mithras, pensez au culte d'Isis, pensez au culte de la Magna Mater, pensez au christianisme qui, lui aussi, à ses origines, était essentiellement un culte oriental importé vers Rome et qui fait office, comme la plupart de ces cultes, comme solution, comme message alternatif à une réalité vécue visiblement comme spirituellement insatisfaisante. Et là aussi, dans l'Antiquité, il y a des voix relativement sceptiques qui émergent quand vous pensez à Lucas, un peu plus tard que la République tardive, mais qui reflètent ce que beaucoup ont dû penser quand il dit « mais c'est Attis, Jupiter, ce Corybas, ce Sabasius, donc toutes des divinités importées, d'où nous les a-t-on voiturés ici ?
Quel est ce maître Mithras avec sa robe persane, sa tiare, qui ne sait même pas un mot de grec? Quand on veut lui parler, lui porter une santé, donc durant le culte, il ne le comprend même pas. Tout cela, Dieu pourrait encore se tolérer, mais toi, la tête de chien, l'Égyptien enveloppé de serviettes, qui es-tu, mon ami, et comment, avec ton aboiement, as-tu la prétention d'être Dieu? Que veut ce taureau de Memphis qui est tout moucheté, etc. Donc on voit bien là aussi une vision sceptique de l'apport des religions orientales qui n'est pas sans rappeler évidemment ce qu'on vit aussi dans notre société actuelle avec un certain scepticisme face à la disparition d'un côté du christianisme et surtout la venue d'un grand nombre de religions étrangères qui prennent de plus en plus de place idéologiquement et politiquement. Là aussi, Auguste réagit, une fois de plus. On voit bien que dans ses Resgesta, il dit « Consul pour la 6e fois à la fin des guerres civiles, j'ai restauré dans la ville 82 temples de Dieu sous l'autorité du Sénat. » Donc visiblement, il y avait un grand nombre de temples à Rome qui avaient besoin d'être restaurés. On sait aussi qu'à Rome, qu'il y avait beaucoup de prêtrises qui étaient tombées dans l'oubli, où il n'y avait plus aucun prêtre pour tel et tel dieu. On sait à Rome qu'il y avait beaucoup de dieux dont on ne connaissait même plus la signification et des prières qui avaient perdu leur sens parce qu'on ne comprenait plus le latin archaïque dans lequel elles étaient prononcées. Donc une véritable disparition même des fondements institutionnels du paganisme qui n'est pas sans rappeler ce que vivent les églises chrétiennes de nos jours et que Auguste tente de rétablir d'une façon évidemment très artificielle parce qu'il s'agit désormais d'une religion de loyauté mais qui néanmoins stabilise la situation et qui s'accompagne aussi d'une attitude relativement hostile par rapport à d'autres cultes venant de l'étranger. On apprend ainsi qu'il n'admet pas dans l'enceinte de Rome les cérémonies égyptiennes et que plus tard, Agrippa, le célèbre général d'Auguste, calma les mouvements tumultueux qu'il rencontra encore et réprima les rites égyptiens qui se glissaient de nouveau dans la ville, défendant absolument de les célébrer dans un espace de cette stade. Donc là aussi, on peut se demander, est-ce que c'est ça le futur qui attendra peut-être l'Europe? 6e point, le respect des autres cultures, valeur très importante pour l'Union européenne qui s'en vante aussi beaucoup et qui me laisse toujours un petit peu perplexe quant à l'importance de mettre dans les valeurs d'un État le respect des cultures des autres États, mais pas nécessairement un point comme le respect de la culture européenne, peut-être aussi d'un certain côté, mais ça ne se retrouve pas dans cette scala des valeurs de l'Union européenne. Et ce respect des autres cultures renvoie évidemment à l'un des phénomènes qui nous semblent les plus marquants de notre société actuelle, c'est la mondialisation, en tout cas ce qu'on appelle la mondialisation. Et généralement, dans les discours politiquement corrects, la mondialisation est représentée comme un échange égal, où tout le monde emprunte une autre culture, où il y a donc un grand foisonnement culturel. Mais néanmoins, quand on regarde un peu plus proche, ce que cette mondialisation représente effectivement, il devient très 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 clair pour tout le monde qu'il ne s'agit pas du tout d'une mondialisation dans le sens d'un large brassage des cultures, mais essentiellement d'une européanisation du monde ou d'une américanisation du monde, ce qui d'un point de vue occidental est un peu la même chose, car c'est quand même en Chine qu'on construit des immeubles gratte-ciel et pas chez nous des pagodes. C'est quand même en Inde aussi qu'on se balade en veston-cravate et pas chez nous dans d'autres types d'habits. C'est comme l'anglais qui est exporté partout dans le monde comme langue technologique importante et pas nécessairement le chinois ou l'arabe qui aurait ce rang-là. Tout ça, pas pour dire que c'est un progrès qu'on apporte autre part, c'est pas ça que je veux dire, mais qu'au contraire, on assiste pour le moment finalement à une européanisation du monde beaucoup plus grande que ce qu'on a connu sous le colonialisme. De fait, il y a vraiment une exportation massive de notre culture partout et ce serait faux de prendre le fait qu'on mange, avec plaisir d'ailleurs, des sushis ou autre chose, de voir ça comme preuve d'un échange finalement entre les différentes cultures. La réalité est tout autre et si je vous demandais quelle scène de rue se passe dans quelle grande ville du monde, vous auriez assez difficile à y répondre s'il n'y avait
avait pas par-ci, par-là des indices comme certains caractères d'écriture. Hein. Donc ça montre très bien que cette culture mondialisée, certes, est omniprésente, mais reste quand même essentiellement européenne ou essentiellement occidentale, provoquant néanmoins un certain sentiment dans le citoyen européen ou occidental d'être perdu, car vu qu'il retrouve partout dans le monde des choses qui lui semblent familières, il a de moins en moins l'impression que ça fait partie de sa propre culture, mais finalement d'une culture mondialisée où il se pose de plus en plus la question, mais qu'est-ce qui est vraiment européen, vu que tout ce qui est européen se trouve maintenant partout dans le monde. Un problème qui est en partie aussi augmenté par l'évolution qu'a pris l'histoire de l'art depuis quelques décennies, qui fait en sorte que là aussi on peut se poser la question en quoi on a face à nous une évolution qui est dans la droite lignée des traditions artistiques traditionnelles, préétablies, ou plutôt un genre de rupture. Et quand je vous montre ici maintenant quelques exemples, vous comprenez peut-être mes doutes, à la fois en ce qui concerne l'importance du néant dans l'art abstrait, dans l'art moderne, quand vous pensez au fameux Carré noir ici de Malevich, quand vous pensez aussi à cette magnifique œuvre très virtuose pour piano de John Cage, 4 minutes 33 secondes, qui sont 4 minutes 33 secondes de silence, avec une partition qui est rigoureusement remplie de signes de pause, qui ne met pas le pianiste devant un effort monstrueux, évidemment, mais qui peut quand même causer une certaine réflexion sur la place de l'art dans notre société, ou quand vous pensez même à l'apparition récente de ce personnage-ci au Parlement européen, et qui est alors vanté par l'une des membres du Parlement européen qui faisait partie de ceux qui l'ont invité, et qui explique alors « The wonderful signal for openness and anti-discrimination that the people of Europe gave Conchita Wurst with their votes must be translated into forging a society and legal framework allowing everyone to live and to love without fear ». Hein, là aussi, c'est sûr que le citoyen européen, certainement, se pose certaines questions face à l'existence de l'art européen comme élément de référence principal de sa propre culture. Ça se voit aussi dans l'Antiquité. Là aussi, il y a d'un côté une proto-mondialisation qui est évidemment uniquement un processus de romanisation et d'hellénisation de la Méditerranée, que chacun d'entre nous, en tant que touriste, connaît évidemment très bien, parce que si je vous montre ce temple-ci, vous serez incapable de dire s'il se trouve en Tunisie, en Syrie, en Grèce, en Italie ou en Grande-Bretagne, finalement. Et pour cause, parce qu'il en a là, tout comme dans notre architecture moderne, une architecture essentiellement mondialisée, qui existe partout dans le monde méditerranéen, et qui, en dépit évidemment de la survie de certaines traditions locales et de processus de syncrétisme, etc., forme quand même une culture largement unicitaire, à la fois au niveau culturel et au niveau économique. Et là, quand on voit notamment l'importance au moins des grandes villes, des grandes mégapoles dans l'Antiquité pour le commerce et pour la mondialisation aussi de l'économie méditerranéenne, on trouve des constats qui nous semblent, ou qui peuvent nous sembler, étrangement familiers. Aelius Aristide, dans son discours sur Rome, nous dit « De chaque terre et de chaque mer, on apporte tout ce que font pousser les saisons et tout ce que produisent les différents terroirs. » Si bien que celui qui voudrait avoir une vue de tout cela doit ou bien voyager partout dans le monde habité pour procéder à l'observation, ou bien rester dans cette cité, c'est-à-dire Rome. On peut voir des cargaisons venant d'Inde, et même si l'on veut d'Arabie heureuse, en si grand nombre qu'il y a de quoi conjecturer que les arbres de là-bas restent nus désormais, et que les habitants sont obligés de venir ici lorsqu'ils ont besoin de quelque chose pour réclamer une part de leur propre production. Bon, certes, il ne faut pas prendre ça à la lettre, hein, les moyens de communication ne permettaient pas quelque chose d'aussi extrême, mais au niveau de l'idée générale, on est très proche de la critique de la mondialisation aussi de nos jours, hein, de la critique de l'exploitation du tiers-monde par la société industrialisée.
À Rome aussi, on voit néanmoins émerger une tradition culturelle jugée comme légèrement problématique par les contemporains. D'un côté, il y a évidemment toute l'importance de la rhétorique et de l'art asiatique qui est vue, en tout cas à Rome, avec un recul certain, avec un regard un peu curieux comme étant plutôt une forme de dépravation de l'art et de la culture. Il y a aussi toute une fascination à Rome finalement qui émerge pour ce qui est laid, pour ce qui est extrême, pour ce qui est déviant d'une certaine façon, dont nous témoigne ici Plutarque, qui dit « De même qu'à Rome, certains amateurs ne font aucun cas des peintures, des statues, ni même des belles formes des esclaves de l'un ou de l'autre sexe qui sont à vendre, et qu'ils ont la singulière manie d'acheter les monstruosités, les hommes sans jambes, à bras tordus, les créatures qui ont 3 yeux, celles dont la tête ressemble à celle d'une Autriche, etc. » Donc on voit vraiment bien là aussi une fascination pour ce qui est autre. Et une fois de plus, on voit bien dans l'époque augustéenne une réaction par rapport à ces tendances-là, notamment par la création de toutes pièces, comme l'a bien montré Pierre Hasselmacher la dernière fois, d'un nouveau symbolisme qui se veut classicisant, qui utilise évidemment les bases techniques de cet art hellénistique, de cet art universaliste, mais qui crée ou qui recrée de toutes pièces un genre de classicisme italique, tout à fait artificiel, mais qui est censé représenter ce repli ou ce retour un peu réactionnaire à un art plutôt conservateur, et dont nous parle ici Dion d'Halicarnasse, qui dit « Nous devons nous féliciter de vivre à l'époque où une direction plus noble a été donnée à certains arts et où le goût de l'éloquence civile a fait de rapides progrès. » Il parle du fait qu'on vit paraître une éloquence, et évidemment à l'éloquence se joint aussi la sculpture, la peinture, etc., tous ces arts formant une partie, une seule unité, mais il dit une place à une éloquence méprisable, déclamatoire, déréglée, étrangère à la philosophie et tous les arts libéraux, pleins d'orgueil, etc. Mais maintenant, dit-il, tout a changé et la principale cause de ce grand changement est, selon moi, la domination de Rome qui a fixé sur elle tous les regards de l'univers. Les chefs de cette république ont pris pour règle de leur administration la sagesse et l'honneur. Chez eux, les lumières s'unissent au goût le plus pur. Leur exemple a donné une impulsion rapide au progrès de la politesse et du goût. Il a même soumis les esprits grossiers aux lois du bon sens. Donc un retour conservateur à une conception plus classique, plus traditionnelle aussi du domaine de l'art notamment. Et aussi, évidemment, au niveau des transactions méditerranéennes, qui n'étaient pas sans poser beaucoup de problèmes. Et déjà là, on voit à l'époque de Cicéron émerger une conscience de plus en plus accrue du fait que le monde méditerranéen, désormais, était unique finalement, et que des crises à la périphérie affectaient aussi le centre, et qu'on devait désormais se détacher de cette vision d'exploiter les provinces pour le bien-être de Rome, mais plutôt la conviction de voir que le mal-être des provinces affligeait également Rome. Et quand Cicéron nous parle ici, dans le contexte des guerres mithridatiques, de son avis sur l'enchevêtrement économique de la Méditerranée, nous sommes là finalement dans une parabole de ce que nous vivons actuellement avec la crise de l'euro. Il dit « À l'époque où tant de citoyens perdirent en Asie des sommes considérables, nous savons qu'à Rome, les paiements s'étant entravés, le crédit fut ébranlé. Il est impossible en effet que dans un pays, un grand nombre de citoyens perdent leur fortune sans en entraîner beaucoup d'autres dans leur désastre. Écartez ce danger de la République, et croyez-moi quand je vous expose ce que vous avez sous les yeux, il existe un lien étroit entre le crédit, ce mouvement de fonds de Rome et du Forum, et les fortunes de l'Asie. L'un ne peut tomber que le même coup n'ébranle et ne détruise l'autre. Donc déjà à cette époque-là, l'interdépendance financière, pas seulement économique, des grandes régions de la Méditerranée. Commençons maintenant le volet un peu plus politique, un peu plus social de la question, notamment en ce qui concerne des valeurs plus cruciales, telles que par exemple les libertés individuelles.
là aussi l'Union européenne et tous nos États démocratiques sont essentiellement constitués pour assurer la défense de nos libertés individuelles, mais aussi l'établissement d'un cadre qui peut nous permettre de développer ces libertés sans heurter quelqu'un d'autre. Or, nous voyons dans les dernières décennies l'émergence d'une situation d'insécurité qui semble de plus en plus effrayer les citoyens. Je ne parle pas ici seulement de l'explosion régulière des banlieues ou des événements qu'on a connus à Paris et à Londres et qui risquent de se reproduire de plus en plus fortement à fur et à mesure que notre société se polarise, mais aussi tout bêtement le taux de criminalité qui, ici en Allemagne par exemple, en à peine 50 années, a triplé. Hein, donc, c'est des faits, c'est des chiffres durs, c'est les chiffres ici du Bundesministerium, Bundeskriminalamt, donc ce n'est pas des chiffres populistes, c'est la réalité apparemment qui fonctionne comme ça et qui fait en sorte que, curieusement, le citoyen trouve de moins en moins la possibilité de développer ses libertés individuelles qui sont de plus en plus menacées et semble prêt à y renoncer en partie, car en réaction à ce problème du crime, dans les sondages de l'Eurobaromètre, à la question « nous avons besoin de plus d'égalité et de justice, même si cela signifie moins de liberté pour l'individu », vous avez 65% des Européens qui disent qu'ils sont d'accord. Hein, donc on a véritablement une volonté de la part des citoyens à se défaire finalement en partie de leurs libertés individuelles pour au moins obtenir un cadre plus sécurisant à la fois au niveau de l'égalité sociale et aussi de la justice. Et là aussi, on n'est pas sans penser à l'Antiquité, penser à la fin de la République qui était tellement marquée par des luttes ouvertes, par la criminalité, entre la lutte de bandes, entre des coups bas entre politiciens, par le meurtre, par l'assassinat politique. Pensez notamment à ceux qui auraient traduit peut-être encore Cicéron Promilone, hein, aux affrontements entre ces deux factions politiques qui s'assassinent ou qui s'attaquent à main armée dans les rues et où des personnages comme Claudius occupent même le forum en partie. Hein, tout ça est semblable en partie à ce qui se passe chez nous, à ce qu'on peut encore attendre dans quelques décennies et aura des suites potentiellement tout à fait semblables. Appien les décrit, il dit « Quant aux bons citoyens, pour ces raisons, donc à l'époque des années 50, avant, ils se retirèrent même complètement des tâches gouvernementales au point qu'une fois la ville resta 8 mois sans gouvernant. Telle était sa désorganisation, nous pensons évidemment à notre chère patrie, telle était sa désorganisation, tandis que Pompée faisait exprès de tout laisser aller pour qu'on éprouvât le besoin d'un dictateur. Et beaucoup se le disaient en confidence, le seul remède au mot présent serait l'autorité absolue d'un seul, mais il faudrait le choisir à la fois puissant et modéré, en quoi il visait Pompée. Pour son compte, donc Pompée, l'homme fort de l'époque, désapprouvait en parole cette perspective, mais en réalité, toute son action occulte la visait, et c'est volontairement qu'il laissait l'État sombrer dans la désorganisation et la désorganisation dans l'anarchie. Là aussi, on peut se poser la question, pas seulement en France d'ailleurs, du niveau de complicité, d'une certaine façon, dans la production de la crise pour pouvoir récupérer, avec un discours musclé, plus tard des votes. Là aussi, Auguste réagit, et comme toujours réagit d'une façon tout à fait conservatrice, en militarisant finalement la ville de Rome. Hein. Il divise d'abord Rome en sections, en quartiers, la surveillance des sections fut confiée au magistrat annuel qu'il a tiré au sort, etc., inspecteur, donc il met sur pied un genre de police, si on veut, dans les villes de Rome, et il militarise aussi Rome en entretenant pour la première fois finalement un certain nombre de troupes choisies pour la sûreté de la ville et pour la sienne. Hein, donc les fameux prétoriens dont on connaît évidemment l'impact dans la désignation des empereurs, mais qui évidemment créaient aussi l'ordre, si vous le voulez, dans cette ville de Rome, qui désormais était une garnison, ou possédait une garnison qui, certes, mettait rarement les pieds dans la ville, mais qui finalement était là comme présence symbolique et sur laquelle l'empereur pouvait à chaque fois faire appel en cas de besoin et de crise.
Et donc on en revient au point probablement le plus triste dans toute l'affaire, la démocratie qui est probablement la valeur fondamentale des institutions européennes, des institutions nationales, mais qui est de plus en plus en crise et qui probablement depuis une centaine d'années a rarement connu une telle désaffection de la part de ses citoyens. Car quand on demande aux citoyens « êtes-vous content du fonctionnement de la démocratie dans l'Union européenne ?» on voit que déjà en 2004, seulement 48% l'étaient. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 43%, tandis que le mécontentement a augmenté de 25 jusqu'à 46, je crois, je ne sais pas lire exactement, donc où on voit qu'il y a désormais plus de voix négatives par rapport au fonctionnement de la démocratie dans l'Union européenne. On peut le comprendre aussi en partie si vous vous souvenez les différents scandales qui ont entouré notamment le vote sur la Constitution pour l'Union européenne, où certains pays comme la France et les Pays-Bas ont rejeté cette Constitution qui plus tard, sous la forme du traité de Lisbonne, a tout simplement été réintroduit par la bande en transformant la Constitution tout simplement en un nombre d'addendas au traité déjà existant et ont donc été votés tout simplement par les parlements qui donc se sont opposés finalement à l'opposition très clairement manifestée de la population française et néerlandaise dans ce cas-là, ou penser surtout à la blague, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, des plébiscites, des référendums répétés en Irlande, où si un référendum ne donne pas la bonne solution ou la bonne réponse, on le répète à outrance jusqu'à ce qu'un jour, ça par lassitude ou autre chose, la réponse est bonne. Tout ça, pas pour impliquer que je serais personnellement contre cette constitution ou autre chose, mais que le processus, en tout cas, c'est-à-dire d'une élite politique qui croit désormais mieux savoir ce qui est bon pour le citoyen que le résultat du suffrage universel en tant que tel, crée quand même une situation qu'on peut difficilement appeler démocratique, au moins d'un point de vue athénien sur la démocratie. On peut dire évidemment que là, la cause, c'est le problème, le déficit démocratique de l'Union européenne qui doit tout simplement la développer, la trouver encore, mais quand on voit l'indice de satisfaction avec la démocratie dans les États nationaux, on voit que là, le résultat n'est pas mieux. Au contraire, en 2004, la satisfaction avec la démocratie était à 57, maintenant à 48, tandis que l'insatisfaction a augmenté de 40 à 50. Donc l'État national a perdu aussi finalement une grande partie de son assise et de sa légitimité. Et tout ça se reflète forcément dans l'abstentionnisme de plus en plus grand, de plus en plus marqué, non pas lors des élections pour le Parlement européen, mais dans certains pays, comme notamment dans certains pays d'Europe de l'Est, je pense ici particulièrement à la Slovénie, je crois, où vous avez parfois des participations électorales qui avoisinent les 20 ou les 30% seulement, faisant en sorte que les parlements et les gouvernements élus de cette façon-là représentent à peine une petite minorité de la vie des citoyens. Déjà, le Parlement européen, avec le dernier Parlement élu par plus ou moins 43% également, ne représente, ou son gouvernement ne représente finalement que 22% de la vie des citoyens. Une fois de plus, on peut dire, bon, mais c'est un peu leur problème s'ils ne vont pas voter, la démocratie fonctionne comme ça. Néanmoins, on peut se poser, si dans une vision antiquisante de la démocratie telle qu'elle fonctionnait à Athènes, qui devrait quand même être le modèle, je pense, d'un fonctionnement démocratique, il est difficile à utiliser encore ce mot et de ne pas parler plutôt d'un système à moitié oligarchique, car la possibilité ou l'aptitude du citoyen à s'activer politiquement, elle est là potentiellement quand il s'agit d'événements où le citoyen a l'impression que sa voix compte pour quelque chose de réel. Pensez notamment au référendum sur l'indépendance de l'Écosse, où vous aviez plus de 90% des citoyens qui se sont inscrits et 84 qui ont effectivement voté et qui montrent qu'il y a une possibilité de mobilisation et que, en contrepartie, la non-mobilisation du citoyen implique tout simplement son impression que, de toute façon, ça ne sert à rien s'il vote ou pas.
montrant également aussi l'indice de confiance de plus en plus faible dans les différentes institutions démocratiques. Ici, par exemple, la confiance en l'Union européenne est actuellement de 31%, mais celle dans les parlements nationaux est de 25% désormais, et dans les gouvernements nationaux de 23% partout en Europe. Donc, une fois de plus, on peut se demander si cette valeur de démocratie sur laquelle l'Union européenne est basée n'a pas, curieusement, ou n'est pas en conflit, curieusement, avec un système gouvernemental et une société où cette démocratie même semble de plus en plus problématique. Là aussi, on connaît ça évidemment à Rome, il y a la désaffection du citoyen pour la République romaine et le renfermement des élites sénatoriales qui devient de plus en plus prononcé vers la fin de la République. Salluste est évidemment un témoin éloquent de ça. Il parle du jour où, expulsés de leurs terres, les citoyens furent réduits par le chômage et l'indigence à mener une existence vagabonde. Ils se mirent à chercher ailleurs des ressources à mettre à prix leur liberté avec la République même. C'est ainsi que peu à peu ce peuple qui dominait et commandait à tous les autres, toutes les nations, perdit son unité ou qu'au lieu de l'empire, ce bien commun à tous, chacun en son particulier se forgea sa propre servitude. Donc la diminution finalement de l'attitude civique de la part du citoyen et qui trouve sa contrepartie aussi dans la transformation finalement de l'élite sénatoriale qui au IVe et encore en partie au IIIe siècle permettait une certaine mobilité sociale, permettait à des homines novi de monter au pouvoir, se referme de plus en plus dans une situation où au 1er siècle, à part Cicéron et Marius, vous n'avez pour ainsi dire plus aucune personne qui aboutit dans le Sénat et qui n'est pas lui-même d'origine sénatoriale. Là aussi, Salluste fustige cette évolution qui n'est pas sans nous rappeler évidemment l'établissement de nos propres élites oligarchiques et technocratiques. Salluste qui dit que désormais, de notre temps, les nobles, dans l'indolence et la lâcheté, ont envahi les âmes, qui ignorent le travail, les ennemis, le service militaire, qui n'ont de force dans la cité que par leur cabale, prétendent dans leur orgueil commander à toutes les nations. C'est pourquoi le Sénat, dont la sagesse autrefois servait de rempart quand la République était en danger, aujourd'hui opprimé, flotte, ballotté, çà et là, au gré du caprice d'autrui. Il décrète tantôt une chose, tantôt une autre. C'est suivant la haine ou la faveur de ceux qui dominent qu'il estime ce qui est bien ou mal pour l'intérêt public. Donc là aussi, une phrase, surtout cette dernière phrase, qui nous semble d'une grande actualité. Je termine donc sur l'attitude d'Auguste, une fois de plus, par rapport à ce phénomène d'une diminution finalement de l'implication du citoyen dans l'État, diminution qui se manifeste aussi très bien dans un abstentionnisme qui devait être assez spectaculaire, dont Cicéron témoigne, ici pour les comices tributes où il y avait à peine quelques douzaines de personnes qui se rendaient aux élections parce que les gens pensaient de toute façon que ça ne servait à rien. Auguste, même s'il établit avec le Principat un genre de dictature militaire voilée, parce que c'est un peu ça quand même la réalité, tente quand même de fonder son pouvoir sur une large acceptation, surtout dans les classes inférieures de la population. Il faut vraiment se mettre en tête que ce Principat augustéen et l'Empire romain n'est pas maintenant une méchante dictature nord-coréenne qui opprime tous ses citoyens et où tout le monde ne rêve que de revenir à la République romaine, mais au contraire, en tout cas l'institution impériale a joui pendant toute son existence d'une très grande popularité, l'empereur étant justement vu comme le défenseur finalement du petit peuple contre les excès de la magistrature et du Sénat, et a été vu, et ça c'est quelque chose auquel on pense assez rarement, comme une évolution démocratique de la République. Denis d'Halicarnasse, notamment témoin grec, qui devait le savoir, nous dit « Au reste, c'était un grand avantage pour la République,
oligarchique, que les mêmes citoyens qui délibéraient sur les affaires les plus importantes s'exposassent au péril plus que tous les autres, etc. Ce bon ordre de gouvernement, donc pour lui, le bon ordre de gouvernement, c'est l'oligarchie, où les riches décident aussi. Ce bon ordre de gouvernement s'est maintenu chez les Romains pendant plusieurs siècles. Mais de nos jours, il a été entièrement renversé par une force majeure et la nécessité pressante l'a changé en un gouvernement plus populaire. En grec, vous avez là un gouvernement plus démocratique. Ce n'est pas qu'on ait aboli les centuries donc, de l'Assemblée populaire, mais elles ne gardent plus l'ancienne exactitude ni la même équité dans leur jugement, comme je l'ai remarqué souvent quand j'ai assisté à leurs assemblées pour l'élection des magistrats. Au reste, ce n'est pas ici le lieu de parler de toutes ces choses. Il y a une certaine peur, apparemment aussi, de s'exprimer trop ouvertement, mais il était intéressant de voir qu'un grec, justement à cette époque-là, voit l'institution du principat comme un changement d'un bon gouvernement oligarchique vers un gouvernement plus populaire, plus démocratique. Donc ça montre les différentes facettes, évidemment, aussi du régime augustéen, qui, en tout cas par les simples citoyens, pouvait être vu comme étant plus proche de ses besoins et qui, d'en haut, de la part d'Auguste, était présenté aussi tel quel. Dans les Resgestae, notamment, Auguste insiste sur le fait qu'on lui a offert la dictature, mais qu'il l'a rejetée à chaque fois. Par contre, lors d'une grave pénurie de blé, je n'ai pas refusé la responsabilité de l'approvisionnement. Je m'en suis si bien acquitté qu'en peu de jours, j'ai délivré la cité dans son ensemble de la crainte et du danger. J'y ai contribué de mes deniers et je m'y suis personnellement investi. Une fois de plus, il ne faut pas toujours nécessairement croire ce que dit Auguste, mais au niveau de la présentation du pouvoir comme un pouvoir qui ne se veut justement pas dictatorial, mais proche du peuple et proche de ses préoccupations matérielles de survie, on voit là une transition, je dirais, vers une légitimité qu'on ne trouve pas telle qu'elle sous la République tardive, qui fonctionne sur une base tout à fait différente. J'en termine ici, je laisserai le chapitre sur la paix pour la discussion, s'il y a des questions, en tout cas à ce niveau-là, et arrive à ma conclusion. La conclusion qui est évidemment très rapide, parce que je l'ai déjà présentée finalement dans mon introduction, conclusion qui veut que quand on voit la grande proximité des crises familiales, institutionnelles, religieuses, culturelles, économiques, institutionnelles et tout ce que vous voulez entre notre société actuelle représentée par nos gouvernements nationaux et européens d'un côté et la crise du 1er siècle avant notre ère à Rome, eh bien je trouve que ces analogies-là devraient donner à penser et permettre en tout cas oblige, c'est peut-être le mot meilleur, à se dire que si ces parallélismes sont tellement flagrants, si nous semblons tellement marcher dans les mêmes pas que les Romains de cette époque-là, que ce qui est arrivé à Rome, justement, après la République, c'est-à-dire la transition d'abord dans un grave désordre civil et puis l'émergence d'un pouvoir autoritaire qui se veut néanmoins proche du peuple, un gouvernement essentiellement plébiscitaire acclamatoire, qui néanmoins garde en place une élite technocratique bien nécessaire, évidemment un État aussi complexe que le nôtre ou celui de la République romaine, n'est pas donc une perspective tout à fait plausible et même probable, une transition qu'on pourrait appeler une transition impériale. Sans vouloir parler d'un empereur ou autre chose, on peut très bien penser soit un gouvernement européen beaucoup plus proche, peut-être des nécessités démocratiques du peuple, mais qui dépasserait de loin les différentes attributions qu'il a pour le moment et qui dépasserait probablement de loin aussi les structures démocratiques qu'il respecte pour le moment. On peut penser à ça, on peut penser à un régime un peu à la Poutine aussi, où le texte des lois est respecté, mais où le fond devient tout à fait autre chose. Tout ça est possible, tout comme aussi l'Empire romain, on l'a bien souligné aussi la dernière fois, ne se présente justement pas comme une monarchie sous Auguste, mais comme restitution de la République telle qu'elle était, ou en tout cas telle qu'elle devrait être. Donc là aussi, on peut imaginer une constitution qui, dans la réalité, ne change pas beaucoup à ce que nous vivons maintenant, mais qui, dans le fond, est animée par un esprit tout à fait différent. Là, vous allez me dire, impossible, car le monde de l'économie, par exemple, est basé justement sur une certaine multipolarité, est basé sur l'échange, sur une certaine flexibilité. Eh bien, je n'en suis pas tellement sûr, car
quand vous voyez ce texte très débattu de la banque JP Morgan sur justement les raisons de la crise économique en Europe, eh bien pour cette grande banque-là, les causes sont justement les régimes trop démocratiques. On distingue ici que justement des exécutifs faibles, des États centraux faibles, une protection constitutionnelle des droits des travailleurs, un système de construction de consensus, le droit de protester, de manifester contre des lois qu'on juge inconvenantes, etc., sont justement les raisons de cette crise et que l'une des manières de dépasser les crises est justement le fait de déconstruire ce que nous appellerions liberté démocratique. Donc là, finalement, l'établissement d'un genre de régime pseudo-autoritaire qui nivellerait un peu les différences sociales et qui assurerait une certaine paix sociale imposée évidemment par les armes ou par l'influence politique, ne serait pas sans réjouir évidemment certaines parties de capitalistes qui auront enfin leur stabilité nécessaire à l'évolution de leur production. Pensez aussi au côté démocratique, car vous me direz non, les peuples de l'Europe, après les expériences du totalitarisme qui ne remontent quand même pas à tellement loin, ne se jetteraient plus jamais finalement dans les bras d'un homme fort. Eh bien là, il y avait aussi, il y a quelque temps, un sondage fait par Le Monde diplomatique, justement, dont je n'ai ici que la version allemande, malheureusement, et où on demandait aux gens qu'est-ce que vous pensez du fait que votre pays a le plus a besoin, ou ce dont votre pays a le plus besoin, c'est d'un homme fort à sa tête qui s'occupe ni du Parlement ni des élections. Eh bien, quand vous voyez ici l'indice de oui, vous avez en Allemagne 32, en Grande-Bretagne déjà 41%, en France 43%, en Italie 38%, au Portugal 62%, en Pologne 60%, en Hongrie 56% des citoyens européens qui déjà maintenant, alors qu'on n'a pas encore vu le pire de la crise, trouvent que nous avons besoin d'un homme fort qui nous sauve et qui ne s'occupe pas vraiment de la démocratie. Quand on voit ces chiffres-là, quand on voit déjà l'absence de véritable démocratie dans nos institutions, démocratie digne de ce nom en tout cas, on peut se demander d'ailleurs si l'Empire n'est pas déjà fait en partie ou si nous ne vivons pas déjà avec un pied dans ce type d'empire. Et donc, on peut se poser, et c'est sur ça que je terminerai aussi, si très bientôt ces phrases écrites par Tacite au sujet du principat augustéen ne pourront pas très bientôt s'appliquer aussi au monde occidental. Tacite qui, dans sa lucidité, écrit « Après avoir séduit le soldat par des largesses, le peuple par la distribution de vivres, tout le monde par la douceur de la paix, il, donc Auguste, s'élève progressivement et tire à lui les attributions du Sénat, des magistrats, des lois, sans que personne s'y oppose, car les plus acharnés avaient péri dans les batailles ou par la proscription, et les nobles qui subsistaient recevaient, en fonction de leur empressement à la servitude, richesse et dignité, et, fortifiés par le changement de régime, préféraient la sécurité du présent à l'incertitude du passé. Les provinces, elles non plus, ne repoussaient pas cet état des choses, car elles tenaient en défiance le gouvernement du Sénat et du peuple, à cause des rivalités entre les grands et l'avidité des magistrats, ne trouvant qu'un faible secours dans les lois que la violence, la brigue et l'argent bouleversaient. Au-dedans, tout était calme, rien de changé dans le nom des magistratures, tout ce qu'il y avait de jeune était né depuis la bataille d'Actium, la plupart des vieillards au milieu des guerres civiles. Combien restait-il de Romains qui eussent vu la République? La Révolution était donc accomplie et il n'y avait plus aucun élément intact de l'Ancien Régime. Tous, rejetant l'égalité, attendaient les ordres du prince. Merci pour votre attention.